Salut à toi, bienvenue sur Chronique Imo. J'espère que tu vas bien, que tu passes un bon lundi matin ou n'importe quand d'ailleurs, si tu m'écoutes dans la semaine, en soirée, en week-end, en train de faire tes travaux ou je ne sais quoi. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Tu sais que dans mon parcours d'investisseur immobilier, j'ai eu une pause de presque 5 ans qui m'a amené à être très focus sur la location saisonnière. Alors moi, je l'ai pratiqué d'une manière un petit peu, on va dire, particulière, parce qu'en 2015-2016, ça se faisait pas trop, mais je faisais de la sous-location saisonnière, en fait. Ma société louait des appartements à des propriétaires et je sous-louais sur Airbnb, Booking et d'autres petits sites qui tournicotaient, on va dire, à l'époque, qui tournent plus du tout maintenant. Euh, et du coup, ça m'a en partie donné envie d'aborder le sujet qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Euh, c'est un, Alors déjà, d'une chose, je vais découper, je vais faire les choses dans l'ordre. J'enregistre cet épisode la veille de sa mise en ligne. C'est très rare dans mon organisation. J'avais envie de partager ça avec toi parce que, en fait, j'avais déjà d'autres épisodes de prévus qui sont déjà enregistrés, etc. Mais là, vraiment, ça coïncidait en fait. Ce sujet-là, ce que j'avais envie de traiter, ça coïncidait avec des questions que j'ai eues récemment, que ce soit dans le groupe privé que j'anime sur Telegram avec d'autres investisseurs, ou alors sur les DM sur Insta. C'est un sujet qui revient de temps en temps. Et donc du coup, j'avais envie de traiter le sujet. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que quand je te fais un épisode juste avant de le mettre en ligne, donc la veille pour le lendemain, bah, c'est que tu es ultra connecté à ce que je peux te dire, surtout si tu l'écoutes directement quand il sort, parce que bah, tu es connecté à mon actualité immobilière, tu es connecté à ce qui se passe depuis quelques jours, quelques semaines dans mon actualité d'investisseur. Donc ça, c'est plutôt cool pour toi. Euh, Ça nous permet d'être encore plus connectés tous les deux. D'ailleurs, j'avais envie de répondre à la question des thématiques, la question des thématiques sur les Airbnb. Alors, moi, j'ai plusieurs façons de traiter le sujet des thématiques. Je trouve que des fois, c'est pas nécessaire en fait. Et je trouve que des fois, c'est un peu tiré par les cheveux. Donc, je vais rentrer je vais développer tout ça dans un instant. Je vais aussi te donner les clés pour choisir quel type de thématique pour ton Airbnb, à défaut de faire un truc justement ultra tiré par les cheveux ou un truc qu'on a vu et revu parce qu'on en parle tous en ce moment d'une thématique plus que d'une autre. Je trouve que c'est très, comment dire, c'est très saisonnier ce genre de choses, hein. Pendant 6 mois, on va entendre parler des Love Rooms, après on va entendre parler des Escape Games, après on va entendre parler des chambres Harry Potter, et etc., etc. Enfin, tu vois, c'est le chat qui se mord la queue, c'est un peu toujours la même chose. Et j'avais envie d'aller vraiment beaucoup plus en profondeur parce que j'ai eu la chance aussi de beaucoup voyager dans ma vie et je voyage toujours. Et du coup, je vois plein de trucs et je prends des notes. Tu sais, moi j'ai une application notes sur mon portable, elle est remplie de petites choses que j'ai vues et que j'ai peur d'oublier. Du coup, j'ai scrollé un petit peu dans mes notes, j'ai retrouvé 3-4 thèmes que j'avais envie d'aborder, et je vais te donner plein de choses, les grandes familles de thématiques, les opportunités cachées dans les thématiques, faire vivre des expériences pour avoir soit plus de rentabilité, soit plus d'avis. Enfin bref, on va aborder tous ces sujets-là dans un instant. Et, euh, et avant de développer ça, je voulais quand même faire deux choses. Donc un premier merci à tous ceux qui ont écouté, donc les nouveaux arrivants, parce que je sais qu'il y en a. Et je sais que j'en ai tout simplement parce que quand on fait du podcasting, il y a des outils de statistiques qui nous permettent de voir le nombre d'écoutes supplémentaires. Et donc du coup, je voulais remercier toutes les personnes qui ont écouté, qui ont liké et qui ont laissé des avis suite au dernier épisode, l'épisode avec Sébastien Vellu, qui a été mis en ligne du coup lundi dernier à 10h30. Et c'est un épisode sur comment devenir marchand de biens grâce au système de l'association. Donc à s'associer pour être euh, comment dire, mieux accompagné dans son activité de marchand de biens, surtout au lancement. Donc c'était ultra intéressant, hein. Moi, je le dis souvent, j'ai lancé le podcast pour apprendre des choses aux gens et au final, c'est moi qui me retrouve à apprendre un truc quasiment toutes les semaines, donc c'est extraordinaire déjà. Et j'ai eu plein de retours. Donc merci pour les nouveaux arrivants, merci pour ceux qui ont l'habitude d'écouter les podcasts et qui ont aimé celui-ci aussi et qui m'ont fait un petit retour dans les DM, un retour super sympa. J'embrasse d'ailleurs Marie et Adrien. Ils se reconnaîtront, mais je vous embrasse tout particulièrement.
j'ai bien lu vos derniers messages et j'espère euh, que le bout du tunnel est tout proche. Euh, et je ne vois que des jours meilleurs, en tout cas dans vos projets immobiliers. Donc, bravo à vous pour la force que vous avez de tenir. Et pour tout ce que vous avez déjà accompli, c'est déjà extraordinaire. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose que je voulais faire avant de développer le sujet du jour, hein, sur la thématique des Airbnb, c'était de remercier les nouveaux membres de la formation de la visite parfaite. Alors, je voulais vous remercier, et notamment ceux qui ont contribué à me faire un petit retour, soit écrit, soit vidéo, soit vocal, sur WhatsApp ou sur Telegram. Euh, Merci, et comme ça m'a permis en fait juste de mettre à jour la page qui donne accès à la formation. Euh, j'ai rajouté en fait tous vos petits retours. Je les ai compilés, j'ai fait un petit mix-match de tout ça. Et j'ai mis tout ça en bas de la page. Donc si vous voulez, vous pouvez aller retrouver vos retours que vous m'avez écrits, vos petits vocaux. Alors j'ai pas tout mis, tout le monde. euh, mais en tout cas, voilà, j'en ai mis quelques-uns. Je pense que ça sert à rien d'en faire des tonnes. Je pense que si les gens ont besoin d'apprendre à acheter le bon bien rentable, ils n'ont pas besoin non plus de 400 retours. Euh, Quelques-uns suffiront. En tout cas, moi, j'ai à cœur de vous accompagner là-dessus. Je sais même pas, d'ailleurs, si toi qui m'écoutes, tu es au courant que j'ai créé ce petit programme de formation qui a vocation à être court, mais j'ai envie de dire simple, mais basique et efficace. Euh, voilà, donc ça s'appelle la visite parfaite. Si tu veux, je te mets le lien dans la description, donc tu pourras aller voir. Tu pourras notamment écouter ou regarder les retours des élèves qui ont fait un petit retour en bas de la page. La visite parfaite, c'est contre-intuitif comme formation parce que déjà d'une, elle coûte quasiment que dalle. Et c'est important de parler tout de suite d'argent. Pourquoi? Parce que je suis un petit peu, moi j'ai un peu, comment dire, une aversion aux formations qui coûtent extrêmement cher. Donc je sais que peut-être je vais me faire des ennemis parce que, parce que depuis quelques années, j'ai l'impression que c'est un vrai gros business sur Internet. La formation à 1997 euros qui va te rendre, qui va faire de toi un riche investisseur immobilier. Et moi, ça me gonfle pas mal, et vu que j'ai plutôt tendance à dire les choses de manière transparente et un peu sans bullshit, euh, je me suis dit, ok, pas de souci, les gens, ils veulent acheter des biens rentables, je vais leur apprendre à acheter des biens rentables, sauf que je ne vais pas du tout faire une formation à 1997 euros parce que, en fait, il n'y a pas besoin de payer autant d'argent pour apprendre à acheter un bien rentable. Je trouve que c'est pas fair play. Euh, et pour moi, l'éducation financière, en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, ça me touche dans mon âme parce que j'ai manqué beaucoup d'argent quand j'étais jeune et je crois que, comment dire, l'accès à ce genre de connaissances devrait être, je ne sais pas si ça devrait être gratuit, mais en tout cas, ça devrait être accessible à tout le monde. Donc moi, je te laisserai regarder, mais c'est vraiment accessible à tout le monde. Et la particularité, c'est que je ne fais pas de politesse. Donc tu as une vidéo, la vidéo, elle traite un seul sujet, elle te donne la réponse à ta question et elle te dit comment faire. Donc c'est pas juste une formation qui te dit pourquoi tu devrais faire les choses, c'est une formation qui te dit comment tu dois faire les choses. Chaque formation, donc il y a 3 modules, avant la visite, pendant la visite et après la visite. Et chacun des modules, en fait, elle est agrémentée de petites vidéos ou de petits audios de moins de 5 minutes, toujours pour que ça soit digeste et que tu perdes pas ton temps. Donc c'est sûr que c'est pas très politiquement correct, hein, il n'y a pas de blabla, de storytelling ou quoi. On prend un sujet, on le défonce, on donne la réponse et basta. Je fais même intervenir des gens de l'extérieur, des investisseurs chevronnés, vétérés dans cette formation. Euh, voilà. Donc en fait, c'était pas vraiment, je voulais pas faire une promo. Je me rends compte que le simple fait d'en parler, ça fait la promo du truc, mais jusqu'à présent, voilà, ça fait 2 saisons que je fais le podcast et j'en avais jamais parlé. Euh, donc c'était juste pour remercier en fait. C'était pas vraiment une promo, c'était plus pour dire merci à ceux qui me font des retours. euh, Parce que le bouche à oreille fait que il y a de plus en plus de membres. Et vous êtes trop cool en fait, parce que vous me le rendez bien. Il y en a déjà quelques-uns d'entre vous qui ont juste suivi, mis en application et qui ont déjà acheté des biens rentables. Donc continuez comme ça, vous êtes des stars. Voilà. Vous n'avez pas besoin de cramer votre budget dans des grosses, grosses formations, surtout pour l'immobilier. Croyez-moi, croyez-moi.
Voilà, donc j'arrête avec ça et on va pouvoir traiter le sujet du jour. Ça fait déjà 10 minutes qu'on papote et j'ai plein de trucs cool à vous dire, euh, à te dire. On va se tutoyer, comme tu le sais, on est toujours. Le Airbnb, c'est un vrai. Le Airbnb, la location saisonnière, on devrait dire, c'est un vrai gros business en France, malgré tout, malgré tout le trash média, le trash talking qu'il y a sur ce sujet, et un petit peu la chasse aux sorcières que l'État essaye de mener en ce moment. Euh, du coup, je vais te donner des tips, à mon avis, que tu n'as pas entendu, ou si tu les as déjà entendus, je vais te les structurer, comme ça tu vas pas perdre ton temps dans cet épisode. En gros, moi, il faut savoir que j'ai eu, au plus fort de ma gestion, j'ai eu jusqu'à 13 locations saisonnières en même temps, à moi ou à des clients, peu importe, mais j'ai eu à les gérer. Certaines d'entre eux avaient un thème particulier, pour être tout à fait exact, 3 d'entre elles avaient un thème particulier, mais c'était pas ça qui était important. Je me suis rendu compte plus tard que les thèmes, c'est pas moi qui les avais choisis et qu'en réalité, on aurait pu faire mieux. Et quoi de mieux qu'un comment dire, un framework, un, un tableau pour apprendre à décrypter les thématiques dans les locations saisonnières et savoir ce qui est rentable, pas rentable, savoir ce qui vaut le coup et surtout ce qui va créer dans ton activité, parce que c'est une activité euh, industrielle et commerciale, hein, la location saisonnière, savoir ce qui va créer le plus de chiffre d'affaires pour toi. Donc allez, c'est parti. Déjà, je voulais te donner les deux grandes familles des locations saisonnières par thématique. Alors en fait, elles sont divisées en deux, et ça c'est ultra contre-intuitif pour les gens parce que je pense que c'est méconnu, mais ce qui les différencie, c'est pas du tout la thématique en elle-même, mais c'est la situation géographique du bien. Donc en fait, en réalité, la famille 1, c'est les thématiques qui viennent de l'extérieur. Je vais m'expliquer, évidemment, je vais développer. Et la deuxième, évidemment, c'est la catégorie c'est la famille des thématiques qui viennent de l'intérieur. Donc extérieur, intérieur. Qu'est-ce que c'est que ces deux choses-là? Ben, les thématiques qui sont générées par l'extérieur, par l'environnement extérieur, ben, c'est la situation géographique du bien par rapport à ce que l'histoire ou par rapport à ce que l'environnement peut nous apporter. Donc typiquement, ça va être quoi? Je te prends un exemple bateau, un appartement dans l'ancien à proximité du château de Versailles, à- donc à Versailles, donc dans les Yvelines, et bien là, tu as un choix naturel de l'extérieur, le château de Versailles. Et donc du coup, toute la partie historique que ça peut amener. euh, et donc là, c'est un choix qui vient de l'extérieur. C'est pas t'as pas créé une thématique, t'as pas eu besoin d'apporter une thématique un petit peu tirée par les cheveux. Là, les événements et l'extérieur fait que bah, c'est ultra simple. Tu peux t'accaparer un petit bout de l'histoire et créer une thématique par rapport à ça, donc connexe ou directement copier-coller et tu crées ta thématique dans ton appartement à Versailles. Donc là, c'est facile. T'en as plein d'autres, hein. Tu vois, tu vas avoir des thématiques beaucoup par rapport au sport. Donc si tu es à proximité d'un stade de foot, bah, tu vas pouvoir, ou un stade de rugby, peu importe, hein, en ce moment c'est la Coupe du Monde de rugby, donc on peut aussi parler un peu de ça. Tu es à proximité du stade de rugby, eh ben, tu peux tout simplement faire une thématique rugby. Et pourquoi faire ça? Bah, tout simplement parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les soirs de match, bah, tu vas avoir déjà des locations et tu vas avoir des gens qui sont prêts à payer un peu plus cher pour être immergés dans dans une atmosphère complètement, comment dire, complètement poussée, complètement immersive. Et ça a une grosse valeur si tu as été loin, en fait. Si tu as juste repeint les murs en vert, mis mis des t-shirts de rugby au mur, c'est nul. Je te le dis tout de suite. Il va falloir être créatif, il va falloir peut-être même se faire accompagner sur la partie créative. Et ensuite, il va falloir bah, avoir des artisans ou alors une décoratrice intérieure qui va t'aider à faire une bonne mise en application. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, c'était un exemple pour la première catégorie, les choses qui viennent de l'extérieur. Tu pourrais en avoir plein d'autres. Je te dis une bêtise, mais si tu es dans une ville et que tu prends un appartement à côté de la gare, genre tellement à proximité que quand le train passe, l'appartement il vibre, eh ben là tu peux faire tout un truc autour euh, de l'appartement, du cheminot, tu vois, à l'ancienne. Donc un appartement type
1800. Tu vois, j'imagine un truc vachement tiré par les cheveux, avec, c'est dans son jus, il y a, comment dire, évidemment avec tout le confort, mais avec beaucoup euh, de, de, de- de- comment dire, de références, des flashbacks en fait, à l'époque à la grande époque du train. Donc ça pourrait être une bonne idée, peut-être que c'est nul parce que ça va intéresser que très peu de gens, mais en fait il faut se dire que il y a des gens qui sont intéressés par tout. Voilà, hein. Laisse-moi te rappeler qu'il y a des gens qui font la collection de timbres, la collection de, euh, de fèves en porcelaine, la collection, tu vois, j'en passe et des meilleures, collection de petites voitures Hot Wheels, j'en passe et des meilleurs. Donc en fait, il y a des gens qui sont fadas de tout. Il faut juste, comment dire, être vraiment créatif. Si jamais tu décides, si tu fais ton choix, il faut être ultra créatif. Donc ça, c'était la façon dont tu peux voir donc, cette première famille qui est la famille des thématiques qui viennent de l'extérieur. Et celle de l'intérieur, donc c'est ce que je vais appeler moi des thématiques à consommer. Donc c'est des thématiques que tu es obligé de mettre en place dans les endroits où il n'y a pas grand-chose, ou en tout cas où ce qui se passe à l'extérieur bah, ne te motive pas suffisamment à exploiter le filon. Et donc du coup tu dis, bon bah clairement, là dans cette ville ou dans ce village, euh, j'achète à un bon prix, mais il n'y a absolument rien. Soit la ville elle est trop nouvelle et donc il n'y a pas de truc historique que je peux utiliser, il n'y a peut-être pas d'événements importants, il n'y a pas d'histoire importante, il n'y a pas de festival. Et donc du coup, je vais pas. Tu vois, je parle de festival parce que récemment j'ai accompagné un petit couple qui ont acheté sur. Alors non, je crois que j'ai pas le droit de dire la ville en plus. Donc c'est pas à Angoulême, mais c'est à proximité d'Angoulême. Et ils ont tout misé sur le festival de la bande dessinée. Voilà, donc je crois que j'ai des choses que je peux pas dire, donc je vais m'arrêter là, mais en gros, euh, eux, ils l'avaient pas vu, en fait, le truc, parce que ça les intéresse pas, la bande dessinée. Moi, il se trouve que j'ai un frérot qui est fan de bande dessinée. Mais quand je te dis fan, c'est un truc de malade. Il va se déplacer, il va voir les dessinateurs, il leur envoie des lettres, il s'envoie des espèces de croquis. Enfin bon, c'est un fou malade de ça. Et je me rappelle l'avoir accompagné une année au festival d'Angoulême, donc festival de la bande dessinée, festival international. Donc c'est un gros truc et t'as que des geeks de la bande dessinée. Et en voyant la proximité de cette ville d'Angoulême, je leur ai dit, bah, les gars, est-ce que vous avez pensé à ça? Et ils m'ont dit non, très clairement, on ne connaissait pas, mais ça peut nous intéresser si jamais on sait que ça drague du monde. Donc c'est tout simple, hein. On a été sur le festival de la bande dessinée. Moi, je leur ai dit, c'était gavé de fou quand j'y ai été, et c'est comme ça tous les ans. On a regardé le flux, et on s'est dit, ok, donc en fait, là, pendant une période parce qu'en fait, il y a aussi, avant et après le festival, il y a des espèces de colloques sur la bande dessinée. Donc ça peut, en fait, c'est un festival mais qui est ultra rallongé et ça fait vivre une économie pendant quasiment un mois, ce truc-là. Et pendant un mois, tu te gaves, c'est un casino. Donc tous les hôtels sont remplis, tous les Airbnb sont remplis, donc il en manque, en tout cas pour cette période-là. Et le reste du temps, ben, vu que comment dire, à proximité d'un GR bien connu, eh ben, les gens viennent quand même beaucoup, il y a quand même beaucoup de touristes, et une catégorie socio-professionnelle de touristes qui ont le temps, en fait, qui ont le temps de se dire, ah bah tiens, c'est marrant, ça va nous replonger un peu en enfance, allons passer deux trois jours chez, chez Aurélie je me rappelle plus de son prénom, je suis désolé, chez Aurélie en tout cas, et son compagnon. Et voilà, et donc du coup on va pouvoir profiter de ce truc-là. Et c'est marrant parce que du coup ça nous a plongé dans des bandes dessinées qu'on connaît quasiment plus aujourd'hui, mais genre Gaston, des trucs à l'ancienne. Et en fait on a tout simplement été chercher, c'est purement mathématique, on a été chercher les statistiques des lecteurs, du nombre de ventes par bande dessinée. Donc il y a des trucs qu'on a voulu exploiter. Et en fait, genre par exemple, j'ai appris que Astérix et Obélix, c'est très francophone. Euh, Moi, je pensais que c'était connu dans le monde entier. C'est devenu connu en fait avec le film. Mais Astérix et Obélix, ça se vend pas dans le monde entier. Une bande dessinée qui se vend dans le monde entier, c'est genre Tintin. Tintin, c'est traduit dans quasiment toutes les langues. Et donc, il y a une belle partie de l'appartement qui est sur la thématique de Tintin. Et donc, voilà. Et je sais que, bon, ça a été un peu challengeant pour plein de choses, notamment des histoires de droit. Mais voilà.
Ça peut être très cool. C'était juste un exemple pour vous dire, voilà, ça c'est on a puisé dans ce qu'il y avait à l'extérieur. Et donc pour revenir sur la grande famille des thématiques que l'on crée, en fait, des thématiques à consommer, ben, je peux t'en donner d'autres. Je t'ai dit tout à l'heure, il y a les love rooms, il y a toutes les thématiques autour des jeux. Donc le truc le plus connu, c'est l'escape game, pardon, je le dis très mal. Et en fait, tu vois, tu as des appartements qui sont complètement façonnés pour que tu restes dans l'appartement et que tu vives une expérience. Et en fait, et ça, ce truc-là de faire vivre une expérience, ça permet de garder la personne dans l'appartement. Et que ce soit l'une ou l'autre des deux catégories de thématiques, tu peux faire plus consommer, tu peux faire plus de ventes si jamais bah, ton locataire il reste longtemps dans ton appartement. Et alors là, du coup, c'est un sujet qui me touche tout particulièrement en ce moment parce que j'arrive sur la fin, la toute fin, la décoration plus plus de mon Airbnb que j'avais juré que j'allais plus jamais en faire et au final j'en ai quand même fait un, tu vois, comme quoi il faut jamais dire jamais. Et, euh, et donc là, du coup, avec ma compagne, on s'est posé plein de questions sur est-ce que on rajoute telle et telle chose dans l'appartement, enfin dans ce bien-là, pour pouvoir faire des ventes additionnelles. Et donc ça, c'est un truc qui est pareil, c'est purement mathématique. Le plus de temps, en fait, la rétention de ton locataire, de ton client dans ton Airbnb va te permettre de faire plus de ventes. Eh oui, forcément. Parce que plus il est là, et plus tu le fais kiffer, plus tu lui fais vivre une belle expérience à l'intérieur, plus tu peux lui proposer des choses. C'est une sorte de contrepartie. Bah écoute, c'est comme si tu lui disais, je te fais vivre un truc cool, j'ai créé un endroit où l'expérience est vraiment à part entière, elle est vraiment immersive, c'est vraiment quelque chose de cool. En échange de quoi, je te vends un truc supplémentaire, un truc qui va continuer à te faire kiffer, qui est toujours dans, euh, dans la thématique, et qui, moi, va me rapporter. Donc, tu sais que peut-être que tu pourrais l'avoir moins cher ailleurs, ou je ne sais quoi, mais en passant par moi, bah, tu es encore plus en immersion dans le logement et dans le moment que tu es en train de vivre. Voilà. Et donc ceux qui l'ont ultra bien compris, c'est les love rooms et les ventes gigantissimes de bouteilles de champagne, de lubrifiants, de boîtes de capote, de roses, et j'en passe, c'est des meilleurs. Mais t'as capté, en fait c'est automatique, c'est connexe et, et ça fait des ventes. Voilà. Donc et tu peux faire la même chose pour tout. Donc là, la love room, évidemment, c'est le côté luxure de la chose, mais tu peux aller sur un truc complètement différent, tu vois. J'imagine bien que les mecs qui ont fait, bon là c'est plus du tout la mode, mais passé un temps la mode de faire des appartements Harry Potter ou comment ça s'appelle l'autre truc là avec les sorciers là. Euh, je me rappelle plus. Le truc de l'anneau là. Non, je me rappelle plus. Lord of Rings. Le Seigneur des Anneaux, voilà. Euh, eh ben, eux, j'imagine qu'ils ont réfléchi à d'autres choses pour faire des ventes additionnelles, comme par exemple des jouets Harry Potter, des Lego Harry Potter, j'en sais rien d'ailleurs. Peut-être faire des ventes de boissons. Tu vois, un truc qui pourrait être cool dans l'univers Harry Potter, c'est faire des ventes de boissons. Donc il suffit en fait tout simplement de mettre dans le frigo des boissons que tu as appelées comme des boissons qui sont dans les films. Exemple, du jus de grenouille desséché. Bon, j'en sais rien, j'y connais rien moi en fait à Harry Potter, pour dire la vérité. Euh, ou de la bave j'en sais rien, de la bave de Voldemort. Et en fait, tu te mets 3-4 cocktails, 3-4 préparations, des boissons que tu appelles comme ça, dans un packaging un peu sympa, un peu dans la thématique, et tu les vends, bah, au lieu de, si c'était juste une boisson qui se vend 1,50 € en magasin, bah, tu le vends 4,50 €. Et il n'y a aucun problème avec ça. Si tu veux, si tu as un mec ou deux potes ou un couple qui est fan d'Harry Potter, ils n'auront aucun problème à lâcher l'argent, à prendre la boisson et à vivre leur expérience à 100%. Et donc je te dis que ça fonctionne bien. Ça, c'est la thématique donc moi que j'appelle jeu en fait. Ça, c'est tout ce qui est gamifiant, jeu, où tu fais vivre une expérience où ils sont à l'intérieur. Et donc ça, c'est très très cool. Alors, il y a eu des thématiques qui pour moi sont rédhibitoires. Les thématiques qui sont trop fades. Euh, Il y en a une que je vais te donner, tu vas comprendre tout de suite, c'est la thématique cinéma. Si tu me prends la thématique cinéma, ça veut dire que dans ton appartement, typiquement, bah, tu as quoi? Bah, tu as des cadres de Pulp Fiction, des cadres de
euh, j'en sais rien moi, tous les De Niro, quoi, tu vois, Le Parrain, etc. Et tu as quelques références et basta. Donc ça, si c'est pour faire ça, en fait, fais rien. Si c'est pour faire ça, tu vas juste, c'est ce que j'appelle survendre. Parce que si tu communiques sur le fait que ton logement, il va faire passer une expérience immersive dans l'univers du cinéma et que tu n'as pas des trucs ultra cool sur le cinéma, que c'est juste vite fait des références, franchement, c'est pas de la publicité mensongère, mais en fait, tu promets de délivrer 10 et au final, tu délivres 6, tu vois. Donc, alors que en vérité, dans la location saisonnière, ça c'est comme les hôtels, hein, euh, il faudrait promettre 6, 7 et délivrer 10 sur 10. Ou tu promets 10 et tu délivres 12. Tu fais des trucs de folie. Et tu vois, ça on le voit souvent dans les hôtels. Les photos d'hôtels sur Booking, elles sont très souvent cool. Tu te pointes à l'hôtel, c'est très souvent de la merde. Donc, enfin, évidemment, ça va dépendre de combien tu mets dans l'hôtel. Tout est relatif. Mais il y a eu beaucoup, je sais pas si ça se fait toujours, mais il y a eu beaucoup la mode de on retouche les photos, on fait des photos extraordinaires. Et quand tu arrives, tu vois, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps en Espagne, on book un truc, les photos, franchement, j'avais très peu de temps à passer là-dessus, donc j'ai dit, ok, les photos elles matchent, géographiquement c'est là où on veut être, donc parfait. On book, on arrive, en vrai, on n'y est passé que 3 jours, donc heureusement, j'ai pas chipoté, mais la photo, c'était vraiment survendu comparé à l'endroit. Et, et par rapport à, bon, certainement à d'autres choses aussi par rapport au service, mais bon, peu importe. Donc, tu as compris que peu importe que les deux grandes familles, donc peu importe que tu fasses une thématique que tu as choisie sur l'extérieur ou sur l'intérieur, tu as compris que en fait, tu peux générer, et c'est ça le quatrième point que je voulais évoquer avec toi, c'était toutes les opportunités cachées dans le thème, tu vois. Euh, Par exemple, surtout en rénovation, quand tu fais ta réno et que tu imagines ton thème au préalable, mais qu'est-ce qui te coûte dans le doublage de faire une trappe dans le placo et de cacher un truc que ton locataire, pour la soirée ou pour la semaine, va emporter avec lui. Tu vois, un truc que tu remets à chaque fois. Et un truc, un souvenir en fait. Et donc ça, c'est génial. En fait, moi, je me dis tout le temps, la thématique, c'est le meilleur moyen d'avoir les meilleurs avis dans ta ville, en fait. Parce que c'est elle qui va communiquer à ta place, c'est elle qui va faire dire aux gens ce que tu aimerais qu'ils disent de toi et de ton logement. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Moi, pour être tout. Alors maintenant, je crois que je peux le dire, parce qu'on arrive vraiment sur la toute fin de la rénovation de ce logement qu'on va mettre sur les plateformes de location saisonnière. Moi, j'ai pris une thématique historique. Donc, il se trouve que je suis dans une ville qui a vécu un truc assez ouf. Et la personne qui a initié ça, c'est devenu quelqu'un d'emblématique dans cette ville. Alors, peut-être pas partout en France, peut-être que pour ceux qui ne s'intéressent pas à l'histoire, ça va pas les faire kiffer, mais tu vas comprendre que moi, je ne veux que des gens qui kiffent l'histoire et surtout qui viennent faire du tourisme par rapport à ça dans la région. Parce que je me suis rendu compte que généralement, les jeunes, ceux qui ont peu d'argent et les jeunes qui viennent faire la fête, ils sont pas du tout intéressés, ils savent même pas qui c'est en fait le personnage en question. Tandis que tous ceux qui sont sur le chemin de Compostelle, là, le pèlerinage, et tous les retraités qui ont un bon budget de vie, qui ont du temps et, euh, et qui apprécient les choses un peu du passé et ces références historiques importantes de notre région d'Occitanie, ils adorent en fait. À tous ceux à qui j'en ai parlé, ils m'ont dit mais quand est-ce que tu es ouvert qu'on book? Et donc ça m'a vraiment validé en fait, ce qu'on appelle la proof of concept, donc c'est la preuve de concept. Je me suis dit ok, j'en parle à toutes les personnes de plus de 40 ans que je connais et à la fin je leur pose la question, est-ce que tu voudrais booker? Si oui, dis-moi quand. Et si les gens ils me disent oui, là dans l'année, tac, je considère que c'est un vrai oui. S'ils me disent oui, ben, je sais pas quand, oui, ça me plairait de booker pour voir vraiment le rendu. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est même eux qui peuvent te donner des idées sur ce que tu pourrais rajouter pour que l'expérience soit encore plus immersive. Le dernier point, c'était une anecdote sur les expériences immersives. Donc en fait, euh, j'ai rencontré quelqu'un dans je crois que c'était un séminaire avec qui je suis resté en contact,
un gros investisseur parisien qui a acheté aux enchères un petit appartement à côté du Parc des Princes, là-bas à Paris. Et il faut savoir que c'est un endroit qui est ultra bruyant, hein. Il y a du bruit tout le temps, la journée, le soir, il y a du passage. Enfin, surtout son appartement à lui, il se trouve qu'il est bruyant. En plus du fait que ça soit à proximité du Parc des Princes. Et, euh, et que c'est en plein Paris, donc forcément c'est bruyant, les voitures. Donc il y a quand même pas mal de défauts, même si je pense que le bruit, les Parisiens s'en plaignent pas, sinon ils vivraient pas à Paris. Mais il y avait pas mal de problématiques. Et lui, il a vraiment réussi à faire ce que j'appelle à transformer une galère en opportunité. Donc il est, comme moi, il est fan du Paris Saint-Germain, et donc on a décidé de bûcher un petit peu sur des idées de ce qu'il pourrait faire dans ce logement, qui est pas très grand, hein, je crois qu'il fait 21 mètres carrés. Euh, il en a fait en fait une fan zone. Donc le mec, il est donc de la fenêtre, il y a deux fenêtres, une sous toit et une classique, une fenêtre classique, et des deux fenêtres, donc du Velux ou de la fenêtre, on peut voir le Parc des Princes. C'est deux vues différentes, mais on le voit quand même. Euh, et donc du coup, bon, maintenant il est en location, etc. Et il a amélioré récemment l'expérience immersive dans ce logement. Et on a bûché sur une idée d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc il m'avait lancé ça comme ça. Est-ce que tu as des idées? Je lui avais dit, est-ce que tu as entendu parler de cette chanson euh, de Drake, mais qui n'est pas de Drake? Donc en fait, c'est un gars qui a mixé via une intelligence artificielle un son qui pourrait être écrit et interprété par Drake, mais ça n'a pas du tout été fait par lui, ça a été fait par une IA qui a copié le timbre de voix et un peu la façon rythmique qu'il a de chanter et qui en a fait un vrai son. Et donc c'est un truc de malade. Je crois que l'application, enfin l'IA en question, ça s'appelle Speechello, comme un speech quoi. Speechello, et donc du coup, il a utilisé ça. Et donc l'idée, ça serait d'ailleurs, ce serait très cool qu'il me fasse un. Je vais lui poser la question si on peut avoir une vidéo de ça que je pourrais mettre sur l'Instagram du compte du podcast. En gros, quand tu rentres dans l'appartement, il a mis en place des petits boutons, comme des boutons de lumière, en fait, des boutons interrupteurs, et quand tu pousses sur le bouton, donc tu as un cadre d'un, euh, qui est signé d'un, comment t'appelles ça? Euh, D'un joueur, tout simplement d'un footballeur connu du Paris Saint-Germain, et quand tu cliques, quand tu appuies sur le bouton, ça lance en fait l'enregistrement que l'IA a créé, enfin que lui a créé via l'IA, avec la voix du footballeur. Donc c'est très très fort. Tu t'appuies et par exemple t'appuies sous le maillot de Paoletta et tu as un petit message de Paoletta. T'appuies sous le maillot de JJ Okocha et voilà, etc., etc. Il a fait ça pour plusieurs joueurs et j'ai trouvé ça incroyable. Il a aussi fait un truc qui n'a rien à voir, mais il a copié un truc de, je sais pas si toi tu es dans le foot ou quoi, je sais pas si tu connais, mais il y a un entraîneur très connu qui s'appelle Vahid Halilhodžić et qui a été entraîneur du Paris Saint-Germain. Et c'est un personnage qui est troublant, il est extrêmement nerveux, enfin peut-être moins maintenant parce qu'il est plus âgé, mais à l'époque il était très nerveux. Et il avait une façon de s'exprimer qui était à mourir de rire, qui était très, tu sais, genre mec de l'Est, à la dure, on dit les choses cash, on prend pas de gants, etc. Et il avait une façon de s'adresser aux journalistes qui était vraiment à mourir de rire. Et il a copié-collé l'enregistrement, et quand tu cliques sous une photo de Vaïd énervé, en fait, une photo qu'il a copiée, qu'il a mis dans un cadre, quand tu cliques là-dessus, bon, voilà, ça t'emmène en immersion dans ce qu'il avait dit aux journalistes. J'avais trouvé ça très drôle. Voilà, et il a rajouté à ça d'expériences immersives pour le potentiel, comment on appelle ça, le fan du Paris Saint-Germain qui vient pour aller voir le match, mais qui après le match est dans une espèce de, comment dire, dans une adrénaline suite au match, même peut-être avant. Ça peut être kiffant d'être avant dans l'appartement entre fans je sais pas moi, à boire des bières et à être. D'ailleurs, il a donné l'accès payant à PSG TV. Donc en boucle dans l'appartement, il y a PSG TV qui tourne. Donc tu as accès à plein de trucs payants du club. Donc tu es un petit peu dans le club avant même d'être dans le stade. Après, tu vas au stade, tu sors du stade, donc tu as l'adrénaline qui est toujours là, et tu vis toujours une expérience immersive. Donc voilà, je ne veux pas te donner non plus tous les secrets de son expérience à lui dans son appartement. Mais je trouve que c'est une bonne manière comment dire, euh, d'utiliser les nouvelles technologies à bon escient et de faire preuve d'ingéniosité euh, pour faire vivre un bon moment à ton locataire
de la soirée à ton client, en quelque sorte. C'était un peu ma conclusion en fait. Pour choisir, tu dois d'abord filtrer euh, le potentiel du bien en lui-même. Donc déjà, bon, comme n'importe quel bien immobilier, d'abord, tu dois bien acheter, donc ramener un prix au mètre carré le plus bas possible vis-à-vis d'une exploitation. Donc moi, j'ai quand même tendance à dire, arrêtez à vouloir acheter absolument pour faire de la location saisonnière. Donc soyez rentable en location longue durée. Si jamais c'est rentable et que ça se prête à de la location saisonnière, let's go. Euh, mais par contre, si l'idée c'est d'aller sur une thématique, il ne faut pas que ça soit une thématique soft, il faut que ça soit poussé, il faut faire de la recherche les gars, il faut vous sortir les doigts, il faut être créatif. Si tu n'es pas créatif, eh ben, tu te fais accompagner, tu vas chercher quelqu'un qui est créatif, qui a des idées, ou qui sait comment aller chercher des idées. Mais aujourd'hui, on n'a quand même pas trop de problématiques, on a quasiment tous accès à Internet, je ne vais pas dire tous parce que ça serait pas vrai, mais quasiment tous. Euh, donc ça demande juste du temps, de l'implication, euh, voilà. Et surtout avoir vraiment envie de faire vivre aux gens une expérience. Si c'est pas dans ton ADN, cherche pas parce que tu vas faire de la merde. Tu vas faire un truc tellement basique, tellement, comment dire, insipide, que les gens vont trouver que t'as pas délivré et tu vas pas te taper des bons avis. Parce que la condition sine qua non d'avoir des bons avis quand tu fais une expérience immersive dans ta location saisonnière, c'est qu'elle soit vraiment créative, vraiment remplie, quoi. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de te dire. Et j'ai hâte que tu me fasses un retour sur les différentes thématiques que tu as pu exploiter. Hier, samedi, j'étais à un séminaire immobilier. J'ai rencontré des gens qui ont des locations saisonnières avec des différents thèmes. J'avais trouvé ça ultra intéressant de discuter avec eux. Euh, et, euh, et puis voilà, vous avez tous des idées. On a tous le cerveau qui fonctionne un petit peu différemment. Vous avez des idées, des fois que moi je trouve saugrenues et qu'au final, sur le marché du Airbnb, bah, ça se loue très bien et ça rapporte de l'argent. Donc, why not? Euh, voilà, donc j'ai vraiment kiffé en tout cas hier. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, non, c'est tout. C'est tout, c'est tout. J'avais noté d'autres choses, mais qui, je trouve, n'ont pas leur place ici. Pour terminer, je donnerai juste la reco de la semaine, qui n'est pas une reco, en fait, c'est une astuce, cette fois-ci. Donc, astuce de la semaine, c'est en fait, toujours par rapport aux locations saisonnières, tu sais, tout le linge de lit, les draps, couettes, etc. euh, avec ma femme, on fait un truc depuis pas très longtemps. On achète, euh, on achète tous les trucs sur Vinted. Donc des fois c'est neuf, des fois c'est seconde main, peu importe. Mais surtout en fait le filtre qu'on utilise, c'est le filtre d'acheter des choses, comment dire, ultra qualitatifs, des trucs qui coûteraient hyper cher si on devait les acheter neufs, enfin je veux dire en boutique ou enfin voilà chez un spécialiste. Et on achète même des trucs qui sont pas finis et on les fait terminer chez la couturière. Alors je te donne des exemples. Genre les draps, on a acheté des draps en lin en quantité. Des draps en lin, déjà d'une, neuf, c'est ultra cher et c'est ultra rare. Ça se trouve quasiment plus les draps en lin. Donc du coup, ce que tu sais pas, c'est qu'à l'époque, tous les draps, même en coton classique, qui ne sont pas en lin, mais en coton épais, de grande qualité, un coton de grande qualité, etc., de marque, etc., tout ça, ça s'offrait. Par exemple, ça s'offrait pour un mariage ou pour un enfant, pour la naissance d'un enfant, ça s'offrait dans les familles. Et donc du coup, il y a plein de familles qui ont encore en quantité des draps que ce soit en France ou en Italie, parce que moi je dis ça parce qu'en Italie ça se fait encore beaucoup, et ma femme étant italienne, bon bref, voilà, le raccourci rapide. Euh, et donc du coup on achète ça et ça va me permettre à moi, déjà d'une, de coller dans le thème de mon Airbnb, qui a des trucs avec des historiques, donc il faut que, tu vois, même jusqu'à la qualité du drap, il faut que ça soit un truc qui représente l'époque, quoi. Donc on va mettre des trucs quali. Euh, Ou généralement, par exemple, à l'hôtel, moi je suis toujours déçu de la qualité des draps. Je me dis, ouais, bon, ouais, c'est tout, c'est du. Limite, c'est des draps en plastique, quoi. Ils auraient pu mettre des draps en coton, bien, nickel, mais ils mettent des trucs cheap parce que je pense que une fois par mois, ils doivent en jeter plein. Et le reste du temps, ils les nettoient à la javel pour bien désinfecter et bien les rendre blancs à fond, tu vois. Donc du coup voilà, donc Vinted c'est un truc de fou, donc je pense que c'est aussi possible sur Le Bon Coin, nous il se trouve qu'on n'utilise que Vinted. Euh, mais voilà, pour acheter tout le linge de lit, les têtes d'oreiller par exemple, avec des espèces de broderies à l'ancienne, nous ça nous rend complètement fada, quoi. On est dingue de ça, donc c'est trop bien.
Euh, et voilà. Donc, je voulais juste donner cette petite astuce. Le linge de lit, ça coûte extrêmement cher. Quand tu fais de la location saisonnière, il t'en faut en quantité. Si possible, il t'en faut de bonne qualité pour deux choses, bah, parce que le locataire va s'en rendre compte, c'est de la bonne qualité, donc du coup, ça va le faire kiffer. Et la deuxième chose, c'est que tu as besoin de le garder le plus longtemps possible parce que tu vas souvent les laver, donc du coup, tu vas plus les user. Tu peux pas te permettre d'acheter du pas cher. D'ailleurs, j'aime bien cette expression. J'ai pas les moyens d'acheter du pas cher parce que acheter du pas cher, c'est potentiellement acheter beaucoup plus souvent du pas cher et donc ça va te coûter plus cher. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère que ça t'aura plu. J'aurais pris vraiment mon temps pour rentrer là-dedans. Et donc je te dis ben, à la semaine prochaine et ciao ciao.